troisième et dernière partie de cette émission. Je vous rappelle bien que nous parlerons des à côté de la CAN, mais aussi des équipementiers qui sont en masse du côté de l'Égypte. Parmi nos invités, nous avons Tony Muyongi, journaliste sportif du Congo. Monsieur Muyongi, pourquoi le Congo est si en retard, le Congo-Brazzaville, que ce soit pour une participation à la CAN, une participation à la Coupe du Monde? Il y a encore des soucis? Il y a de réels soucis en termes de préparation et réels soucis aussi en termes de maintien du résultat. Le Congo commence généralement bien ses éliminatoires, gagne les matchs et souvent, plus on avance vers l'échéance, les derniers matchs, souvent le Congo s'écroule. Et il y a aussi ce petit aspect pour espérer se qualifier pour une Coupe du Monde ou une Coupe d'Afrique des Nations. Il faut gagner au moins tous les matchs à domicile. Il faut aller faire le maximum, au minimum match nul à l'extérieur. Et puis on connaît la passion des Congolais. Les Congolais pour le foot. Chaque année, on est comme déçus par la prestation de l'équipe nationale. Au moment où on espère que cette fois-ci, c'est la bonne année, c'est jamais le cas, mais on garde un bon souvenir de la dernière participation en 2015 où on a atteint les quarts de finale, on a manqué 2017, on espérait retrouver la Coupe d'Afrique des Nations. Cette année, Ouais, vous étiez un peu en équilibre avec le Congo, la RDC, pardon. Si on avait gagné tous les matchs à Brazzaville et évité les deux matchs nuls contre le Zimbabwe et la RDC, je crois qu'on serait en Coupe d'Afrique des Nations. Tout à fait. Monsieur Go, juste une question. Oui. Il y a des téléspectateurs qui sont nombreux à nous regarder partout en Europe, mais il n'y a pas de fan zone ici. Mais c'est-à-dire, il y a des fan zones créées par une communauté. Et des mais où alors? Donc, au niveau de la précision, ça s'appelle le Millennium, je pense, quelque part à Paris. Et le deuxième, je pense que nous, dans la communauté, on a Facebook, on a les mails, on a les téléphones. Il faut s'appeler donc pour se donner ces adresses-là. Parce que là, je m'adresse à ceux qui organisent et on va y aller comme ça, surtout dimanche. Donc, mais pour ce soir, donc on s'appelle et puis on se rejoint. Oui. Voilà. Oui, pour faire la fête. Pour faire la fête. Même à Madagascar, il y a des fan zones où il y a vraiment des stades. Oui. J'aimerais bien y être à Madagascar en ce moment. Alors, pour l'interactivité, n'oubliez pas, je vous rappelle que vous pourrez nous faire vos pronostics sur nos réseaux sociaux, bien sûr, et puis donner votre point de vue sur les matchs avec notre Facebook Africa24 TV, puis le Twitter avec le hashtag Africa24. Nous allons retrouver un sujet concernant les équipementiers qui sont présents en masse du côté de l'Égypte. Voyons ce sujet de la rédaction. La Coupe d'Afrique des Nations, plus que la messe du football sur le continent, est une vitrine pour les équipementiers sportifs. On compte pas moins de 15 fabricants d'équipements de sport pour les 24 équipes en compétition. Pour cette 32e édition de la CAN, Puma, avec 4 équipes sponsorisées, est le mieux représenté. Fait inédit, la marque italienne Macron se classe parmi les meilleurs équipementiers de la CAN 2019 grâce à ses contrats avec le Kenya et la Guinée, aux côtés de fabricants plus connus comme Nike et Adidas. À l'occasion de la CAN 2019, des sélections nationales ont changé d'équipementier. C'est notamment le cas du pays organisateur, l'Égypte, qui a rompu son contrat avec la firme Adidas pour rejoindre Puma. Par ailleurs, le Cameroun, équipé par Puma depuis 1998, a retrouvé le coq sportif, marque sous laquelle les Lions indomptables ont brillé de 1982 à 1987. Notons que le ballon officiel de la CAN égyptienne a été conçu par l'équipementier anglais Umbro. Anthony Ego, en 2 mots, c'est le moment de faire des affaires. Oui, exactement. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est à la fois le spectacle sur l'air de jeu, c'est à la fois les négociations hors stade, c'est aussi l'occasion donc de faire connaître sa marque, de trouver des potentiels clients. C'est aussi l'occasion pour les grands clubs européens de démarcher les joueurs, et donc c'est un marché qui se fait sur tous les plans. Ouais, pour les joueurs, comme pour les maillots. On sait que tout en proportion, donc le ballon est tellement petit par rapport à tout le marketing qu'on utilise pendant ces choses-là. Et puis, c'est de bonne guerre de se chercher des bons équipementiers. Et comme c'est du gros business derrière, avec les ventes de maillots et tout ça, je pense que c'est un combat à mort là aussi. Oui, et puis le Madagascar a le vent en poupe, le président de la Confédération africaine de football, M. Ahmad Ahmad, vous avez un petit mot? Et malgache. Ouais. C'est-à-dire, je pense que on va essayer de mettre les coïncidences. C'est comme on dit, c'est Dieu qui voyage incognito. Donc c'est une bonne chose qu'il y
y a un Malgache à la tête de la CAF. Et ce serait bien marqué aussi le football si on fait une bonne Coupe d'Afrique. Oui, c'est à souhaiter en tout cas. Et puis, je voudrais que nous nous arrêtions quelques minutes sur la Tunisie, mais surtout après le match Tunisie-Angola, pour parler de Tunisie justement, un match qui s'est soldé sur le score de 0-0. L'équipe d'Alain Giresse était méconnaissable malgré Wabi Kazri ou encore Sliti. On attend mieux pour la prochaine rencontre. Il faut aussi noter que les Angolais ont pratiqué un très beau football. C'était aussi une belle opposition pour la Tunisie qui va affronter prochainement, et surtout ce vendredi 28 juin, une équipe encore plus physique avec un grand joueur à la pointe de l'attaque. Il s'agit bien sûr du Malien, M. Moussa Marega. Attention, Moussa Marega peut faire des dégâts. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La Tunisie aura du mal face au Mali. Hein? Oui, exactement. Déjà, la Tunisie... Le Mali qui est presque une bête blessée parce qu'ils ont des problèmes internes avec le championnat. Ils ont la chance d'avoir déjà gagné leur premier match. Donc, ils sont dans une meilleure position que la Tunisie qui a fait match nul et qui a obligation de gagner au risque déjà de se retrouver dans une situation fâcheuse. Je crois que l'intensité physique, et je ne sais pas le match s'il va se dérouler en pleine journée ou dans la soirée, s'il y a aussi l'aspect climatique qui va jouer pour les Maliens et les Tunisiens. Les Maliens ont montré qu'ils pouvaient bien joué dans cette canicule. Est-ce que les Tunisiens, par contre, ont été très émoussés physiquement? Ils auront plus de soucis quand même. Voilà. Hein, les Angolais les ont un petit peu bousculés, que ce soit sur le plan technique et le plan physique. Ils ont eu beaucoup de mal. Un résultat nul a été une vraie chance pour la Tunisie parce que les Angolais étaient à 2 ou 3 buts à quelques centimètres de marquer le deuxième but, le but victorieux, mais qui n'est pas arrivé malheureusement. Monsieur Go, juste une question. Les centres de formation, ça marche fort à Madagascar ou pas? Pas vraiment. Pas vraiment. Il y a des centres de formation. Donc il y a un travail à faire. Il y avait eu quelques années, il y avait 2 ou 3 centres de formation qui sortaient des jeunes. Mais je pense que questions relationnelles et administratives et questions financières aussi, il y en a beaucoup qui ont arrêté. Mais ça a sorti quelque chose de bon, donc je pense qu'on doit revenir là-dessus. Et puis sur les normes d'avoir les catégories d'âge dans des compétitions, le problème dont souffre Madagascar, c'est le problème des compétitions qui vont former les jeunes, des championnats de jeunes. Et puis, comme vous savez maintenant, il y a un problème au niveau de la fédération, parce qu'on est un peu suspendu au niveau de la fédération par rapport à la CAF et la FIFA, et il y a la tutelle avec Il faut dire que depuis le départ de M. Ahmad, ça a été un peu... Oui, c'est un peu de... C'est une suite assez logique de ce qu'a vécu. Ça a été désorganisé après son départ, parce que lorsqu'il était là, tout était stable. Ça allait bien. Ça a été plus désorganisé parce qu'avec les élections, vous suivez les actualités, on sait ce qu'on sait. C'est le problème de mettre en place une bonne fédération solide sans qu'il y ait des interférences politiques, sportives ou financières. Ok. C'est ça le fond. Nous allons passer aux infos de la CAN maintenant après ce jingle. Et parmi les brèves, formés au CR Belouizdad et la JS Kabylie, puis le Paradoissé, Youssef Attal, dont je vous parlais il y a quelques instants de cela, est devenu l'une des pièces maîtresses dans l'échiquier de Djamel Belmadi avec l'Algérie. Le jeune Fennec de 23 ans seulement sort d'une première saison exceptionnelle avec l'OGC Nice, terminant co-meilleur buteur de l'équipe malgré son poste de latéral droit en sélection. Attal est désormais titularisé sur le flanc droit et a réalisé un début de Coupe d'Afrique des Nations totale tonitruant avec les Verts. Il faudra donc le surveiller face au Sénégal ce jeudi 27 juin. Et puis l'attaquant ivoirien Nicolas Pépé est l'une des armes offensives les plus importantes des éléphants. Après une première victoire contre l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire doit confirmer face à l'autre favori du groupe, le Maroc. Pépé, qui a brillé en Ligue 1 cette saison, a déclaré bien que nous sommes prêts et nous allons bien nous préparer contre les Marocains car ce serait un grand match contre des joueurs de qualité, a déclaré donc l'attaquant de 23 ans. Et puis la toute dernière brève, un entraîneur qui possède 2 casquettes. Il s'agit, devinez de qui? Du sélectionneur de Madagascar, Nicolas Dupuis, qui en effet s'occupe des Baréas, nous aussi du club français de Fleury 91 en région parisienne, dont il est le directeur technique. Il a déclaré
que l'équilibre des tâches n'est pas un problème, même avec les exigences associées aux deux fonctions. Je pense que c'est formidable de pouvoir partager ses connaissances à deux endroits différents. Équilibrer les deux est simplement une question de compréhension entre les différents employeurs, mais ce n'est pas facile car vous devez faire beaucoup de sacrifices. Juste une question, on n'est pas obligé de vivre dans le pays pour l'entraîner. On peut vivre à l'extérieur, mais être en contact permanent. Oui, comme il l'a dit, c'est une question de timing, d'organisation, de voyage, de contact et tout ça. En tout cas, le rôle d'un entraîneur n'est pas de dormir avec les joueurs tout le temps aussi. Hein. Donc c'est question de timing. Et puis il y a peut-être un avantage que ce soit comme ça il est tout le temps sur le pont. Exactement. Et vu les résultats, donc moi je lance des fleurs à M. Dupuis, en tout cas s'il me regarde. Oui, exactement. Alors si vous pouvez, le temps que je passe off quelques images, vous pouvez vous tourner pour qu'on puisse prendre les images que vous avez sur le dos. Alors, un clin d'œil sur les affiches de ce vendredi. Avant, on va faire un plan sur vous tout à l'heure. Ce vendredi, avec les images, donc en groupe D, il y aura Maroc, Côte d'Ivoire et Afrique du Sud, Namibie. Et puis en groupe E, il y aura Tunisie, Mali. Donc, des moments très importants. Tiens, on a fait ce gros plan, on a bien vu Madagascar, bravo, avec ce beau maillot. Donc, messieurs, oui, vous pouvez vous retourner. Donc, en groupe D, Maroc, Côte d'Ivoire, ce sera pour ce vendredi, et Afrique du Sud, Namibie, et en groupe E, Tunisie, Mali. Vous avez un petit mot à dire sur ces trois rencontres, Maroc, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, Namibie, en groupe D? C'est des chocs. Ouais. Maroc, Côte d'Ivoire, c'est déjà pour la première place du groupe. Côte d'Ivoire a déjà une victoire. Et puis Afrique du Sud, Namibie, c'est des habitués qui se retrouvent beaucoup puisqu'ils sont dans la même zone du continent. Donc régulièrement, ils se croisent. C'est les deux chocs, deux matchs qui valent la peine de regarder. Exactement. Et nous allons voir le tableau justement avec ce groupe D. Je vous rappelle, 19h. Maroc, Côte d'Ivoire et 22h. Afrique du Sud, Namibie, en groupe D, puis en groupe E, il y aura Tunisie, Mali, à 16h30, soit 14h30 GMT. Monsieur, je vais vous demander un exercice, c'est votre pronostic après ce jingle. Et regardez les visuels pour vous donner une idée, car après, je vais vous demander les scores. Alors, il y aura Madagascar-Burundi ce jeudi et Sénégal-Algérie. Et puis ensuite, il y aura un groupe C encore, Kenya-Tanzanie. Alors, je m'adresse à vous tout d'abord, mon cher Anthony. Pour le match Madagascar-Burundi, quel est votre score? Puisque je suis avec un fan des Barras, je veux dire victoire malgache 2-1. Sénégal-Algérie? Sénégal-Algérie, 1-0 pour le Sénégal. Et Kenya-Tanzanie? Kenya-Tanzanie, ça sera... Je n'ai aucune idée, mais je vais dire 1 but partout. Monsieur Go, pour Madagascar-Burundi. Madagascar-Burundi, je reste sur le 3-1 pour Madagascar. Sénégal-Algérie? Sénégal-Algérie, je prendrai le Sénégal avec 2-1 ou 2-0. Et Kenya-Tanzanie? Et Kenya-Tanzanie, un match nul, 1 partout. 1 partout. Eh bien voilà, c'est noté, c'est enregistré. En tout cas, messieurs, merci d'être venus sur le plateau d'Africa 24 pour parler de cette CAN 2019, CAN totale en Égypte, qui se passe relativement bien. Mais tout simplement, nous demandons au public égyptien d'aller dans les stades pour encourager et supporter les équipes. Demain, on se retrouve à la même heure, même antenne, pour un nouveau numéro de ce spécial CAN 2019. À très vite.